BFM Business, BFM Crypto, le club. Il nous accompagne comme chaque jour autour de l'heure du goûter, autour de 16h30. Nos experts du club BFM Crypto. Grégory Raymond, notre 4h chaque lundi. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, le nouveau média crypto. Sébastien Gouspillou vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Toujours une hésitation. Gouspillou ou Goupillou? Gouspillou. D'accord. Spécialiste du minage et à la tête de Big Block Green Services. Vincent Bois aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour. Analyse technique pour IG. Le Bitcoin actuellement sur la barre des 30 000 $, toujours donc rôdant autour de ces 30 000. Est-ce que vous pensez, Vincent, qu'on va longtemps devoir voir accepter l'idée que les cryptos, surtout le Bitcoin, évoluent dans un range comme ce qui se passe depuis maintenant des semaines et des semaines? Est-ce qu'on va rester longtemps prisonnier d'un range d'après vous? Alors c'est vrai qu'on avait vu ça depuis le début de l'année, pendant quelques mois, avant qu'il y ait la cassure récente dans la lignée un peu des marchés financiers. Pour moi, je pense que cette fois-ci, le range devrait pas durer très longtemps. On parlait d'un rebond la semaine dernière et même sur les marchés traditionnels, on ne voit toujours pas ce rebond. Ici, il faudrait une nouvelle fois venir au-delà des 30 600 $ pour essayer justement d'aller chercher les 32 500, 33 000 qui était l'ancien plus bas annuel. Mais le risque est toujours baissier actuellement étant donné les marchés financiers. On attendait un rebond qui ne se matérialise pas, mais les risques, eux, sont toujours là. Les conséquences justement du resserrement monétaire ou d'autres choses, d'ailleurs il y a d'autres risques qui s'accumulent, eh bien sont plutôt à la baisse. Donc au niveau technique, puisqu'on parlait de ça, eh bien les 30 600 toujours pour aller chercher les 32 500, 33 000, mais à la baisse on va surveiller les 28 600 qui pour le moment est le plus bas depuis plusieurs séances, qui permet un maintien. Mais à mon avis, sous ce niveau, on peut aller chercher une nouvelle fois nos 25 500 $, qui permettrait très probablement une nouvelle tentative de rebond sur le Bitcoin. L'Ether, quelle évolution est-ce que vous en attendez dans les jours à venir? Corrélation au Bitcoin? Pas forcément, de moins en moins. Comment est-ce que vous voyez les courbes de l'Ether évoluer désormais? Alors l'Ether effectivement toujours dans le sillage du Bitcoin également. On parlait justement un peu rapidement de The Merge. Il y a eu d'autres informations de ce passage Proof of Work to Proof of Stake qui pourrait être finalement en août, mais il est très probable que les personnes qui suivent le projet ou même les investisseurs sont plutôt attentifs puisque cette mise à jour, si on veut, a été décalée plusieurs fois. Donc ici, plutôt à surveiller l'évolution des marchés et du Bitcoin qui pourrait nous amener de la même façon à un risque de rechute sous les 1950 $ et qui pourrait donner donc un nouveau retour sur ces 1700 qui est le niveau à suivre, le niveau de support à suivre un peu sur l'Ether et donc un risque sous les 1950 $. À la hausse, c'est toujours ces 2150 qui nous bloquent pour aller chercher les 2400, 2500 $. Donc voilà un peu les niveaux que l'on va suivre, mais bien entendu toujours à surveiller le Bitcoin et les marchés financiers traditionnels qui donnent un peu le mouvement ces temps-ci. En effet, on rappellera à ceux qui nous suivent qu'il s'agit de diversification bien évidemment et d'investir que l'argent dont on n'a pas besoin en crypto. C'est de la diversification et à l'intérieur même de vos poches crypto, diversifiées. Est-ce que vous voyez justement au-delà de l'Ether et du Bitcoin une éventuelle autre crypto offrant aujourd'hui des points techniques intéressants pour la suite? Et on rappellera à ceux qui nous suivent qu'il ne s'agit pas de donner des conseils d'investissement, mais juste de décrire le potentiel à travers ce qu'envoie les signaux qu'envoie l'analyse graphique. Vincent. Tout à fait. Alors, j'ai regardé un peu le BNB, donc qui est la crypto-monnaie de Binance, la plateforme, qui est sur un niveau plutôt intéressant, une crypto-monnaie qui est assez suivie également, qui profite beaucoup des rebonds, qui est passé de 200 à 330 $ justement sur ce rebond qu'on a vu sur le Bitcoin. Et ces 330 $ à court terme sont un niveau plutôt intéressant à surveiller, donc qui pourrait amener un petit retour en arrière sur les 290, voire sur les 220 s'il y avait vraiment un retour baissier sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais ces 330, intéressant si justement nous venons casser ce niveau, ce qui permettrait très probablement de reprendre une accélération et d'aller chercher nos 440 $, donc un autre niveau à suivre sur le BNB. Merci Vincent Bois pour IG qui nous accompagnait en direct. Grégory Raymond et Sébastien Gouspillou, quasiment jusqu'à 17h avec nous pour le club BFM Crypto. On va passer à la moulinette, toute l'actualité du moment par le menu détail. Le menu d'ailleurs. En entrée, vous préférez quiche ou pizza, Grégory? Plutôt pizza, moi. Plutôt pizza en entrée, très bien. Alors ce sera pour après la suite. On va prendre des pizzas en entrée. Hier, la communauté crypto a fêté le 12e anniversaire du
Pizza Day, oui, vous êtes bien sur BFM Business, le Bitcoin Pizza Day, la première pizza importante de l'histoire, on va la qualifier comme ça. Cette pizza-là, bien qu'elle ait déjà été avalée depuis longtemps, depuis 12 ans, donc elle sert aujourd'hui de totem en fait, Grégory. Très exactement, c'est 2 pizzas qui servent de totem, parce qu'aujourd'hui elles valent 300 millions de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'il y a 12 ans, jour pour jour, quelqu'un a cherché à acheter des pizzas avec des bitcoins. Et à ce moment-là, le bitcoin n'avait jamais servi à acheter quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a laissé un message sur un forum de bitcoiners très connu, Bitcoin Talk, Sébastien, je pense que tu connais très bien, et qui cherchait des pizzas. Et quelqu'un à l'autre bout de l'Atlantique, en Europe, parce que c'était un développeur américain, a dit oui, je suis d'accord pour t'acheter des pizzas. Il a appelé chez Papa John's, qui est une franchise de pizza très bien connue, et il a payé en euros chez Papa John's, mais le développeur américain a envoyé ses bitcoins à son ami à travers le forum. Et c'était la première fois qu'on achetait un bien en bitcoin. C'est pour ça que ce jour est très très connu et qu'on le célèbre. D'ailleurs, moi-même, j'ai mangé une pizza hier. C'est vrai, vous avez mangé une pizza hier. Oui, elle était très bonne. Et elle était très très chère, elle aussi? Ah non, un peu moins. Un peu moins quand même, d'accord. Alors on va poursuivre. Justement, mais c'est vrai que ça en fait les 2 pizzas les plus chères du monde, voilà. Exactement, 300 millions de dollars aujourd'hui. Mais beaucoup de gens s'amusent en fait du fait qu'il a payé très cher. Mais sans lui, en fait, Bitcoin ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Vu que c'est la première fois qu'on lui a trouvé en fait une valeur pour un bien ou un service, c'est peut-être grâce à ça que la belle histoire du Bitcoin a commencé. Oui. Bon, et c'est peut-être la première fois de l'histoire aussi qu'on a trouvé une valeur dans la pizza. C'est incroyable. C'est un jour important pour les pizzas et le Bitcoin. On va poursuivre donc notre passage en vue de l'actualité du moment avec, après l'entrée pizza. Tiens, vous l'avez suivi tout à l'heure, ça va être notre parole principale. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui s'est exprimée à nouveau dans une interview en revenant à la charge, en déclarant à nouveau que les cryptos ne valent rien à ses yeux. Ce sont ses mots, ça ne vaut rien. Est-ce qu'elle a des raisons objectif de le penser? D'un côté, on pourrait dire oui, parce que à la différence des monnaies traditionnelles, il n'y a pas d'État derrière. On ne peut pas payer ses impôts avec du Bitcoin, à part dans certaines zones circonscrites du monde. Par exemple, en Suisse, on peut payer certaines taxes en Bitcoin. Mais moi, je trouve qu'elle a tort, parce que le Bitcoin, c'est pas que ça. Il y a un réseau derrière. Il y a un réseau qui fonctionne, qui permet de faire des transactions décentralisées sans l'intervention d'un État. Et il y a aussi des machines qui coûtent quand même une certaine somme. Et donc, le réseau est assis sur un système informatique qu'on connaît tous. Sébastien, si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Voilà, vous venez de vous voyer, Sébastien. C'est magnifique. Arrêtez de faire semblant, messieurs. Vous connaissez très bien. Sébastien. Mais oui, il y a de l'actif tangible derrière Bitcoin. Quand elle dit, Christine Lagarde, ça ne vaut rien, elle a fondamentalement tort. À 100%, oui, bien sûr. Il y a bien plus de choses derrière que derrière l'euro, qui est juste une convention sociale. Et comme le disait Grégory, oui, on estime qu'aujourd'hui, moi j'ai calculé ça avant-hier, là, on estime qu'il y a un réseau pour sécuriser, un réseau d'infrastructures minières qui coûterait à peu près 20 milliards de dollars. Donc c'est pas énorme par rapport au market cap de Bitcoin, mais c'est quand même quelque chose. Et puis surtout, c'est ce réseau ouvert aujourd'hui où on estime qu'il y a 100 millions de personnes qui utilisent Bitcoin. C'est ça qui fait certainement sa valeur, et donc évidemment ça ne vaut pas rien. Ouais, enfin si j'achète un Bitcoin, je vais difficilement pouvoir avec ce Bitcoin m'acheter quoi que ce soit dans le monde réel. C'est quand même ça qu'elle veut dire aussi, j'imagine, Christine Lagarde. Et de ce point de vue-là, elle a pas tort. Elle a pas tort, mais ça arrive de plus en plus, certes, avec des nouveaux intermédiaires. Mais n'importe quel commerçant peut accepter le Bitcoin. C'est juste une histoire de connaissance, je pense, de démocratisation. Ouais. Et quand vous dites qu'il y a des machines derrière, donc il y a quand même des actifs tangibles, on a envie de vous dire, mais c'est pour comprendre que je vous pose ces questions-là, on a envie de vous dire, les machines permettent d'accéder à Bitcoin, Bitcoin ne permet pas d'accéder à ces machines. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est là que oui, il y a des actifs tangibles derrière, oui, mais ce sont les actifs tangibles qui permettent d'aller à Bitcoin, mais Bitcoin ne mène pas l'investisseur vers ces actifs tangibles. Oui, mais ça donne une certaine une valeur quand même à l'ensemble. Par exemple, quand une entreprise fait faillite, elle ne vaut jamais totalement zéro, parce qu'il y a des machines derrière. Eh bien, pour Bitcoin, c'est pareil, ça ne peut pas valoir zéro, parce qu'il y a beaucoup de machines derrière. Dans la même interview, elle en a profité, Christine Lagarde, pour vanter l'euro numérique, dont on parle nous aussi beaucoup, mais dont on ignore encore sans doute l'essentiel. On en est où de la création de cet euro numérique? Alors, il y a une expérimentation qui a été lancée en juillet 2021, donc il y a à peu près 1 an, et qui est censée durer 2 ans. Donc à peu près dans une grosse année, la Banque Centrale Européenne aura assez de connaissances pour décréter si
on va réellement créer un euro numérique ou pas. Pour l'instant, on se pose des questions sur à quel point les banques commerciales seront intégrées au processus, à quel point la vie privée sera respectée. On a d'ailleurs fait une enquête auprès du grand public pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient réellement de l'euro numérique, et la vie privée est arrivée en tête. Et on a vu disons le résultat d'une enquête il n'y a pas longtemps faite par la BCE. Ils ont dit que la vie privée, c'est arrivé en tête des préoccupations, mais ça risque d'être un peu difficile, disons, d'arriver à une vie privée totale, même sur les toutes petites transactions. Il faut se faire à l'idée, l'euro numérique ne permettra pas d'envoyer 1 euro à quelqu'un sans que personne le sache, ça c'est sûr. Ouais. Là-dessus, un regard également, Sébastien, les monnaies numériques de banques centrales amenées à se déployer, à se développer. Alors, on sait la Chine la plus avancée devant les Américains et en dernier les Européens. Je crois que l'Europe est un peu plus avancée que les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est le côté privé qui a été en charge de l'innovation sur ce côté-là, et les stablecoins dollars qui sont des dollars numériques, mais qui ne sont pas qui n'ont pas l'État derrière, sont déjà là. Sébastien, vous êtes mineur. On pourrait avoir besoin de miner des euros numériques. Vous pourriez vous-même pouvoir trouver, détecter, dénicher des opportunités de business si la Banque Centrale Européenne lance son euro numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, si vous y êtes opposé aujourd'hui, vous y êtes opposé aujourd'hui, mais demain, ce sera peut-être un business. Enfin, voilà. Est-ce que vous pensez que vous serez amené peut-être à revoir votre approche de la Banque Centrale si elle vous offrait cette possibilité de miner peut-être ou d'apporter des solutions pour développer son euro numérique? Je crois qu'on connaît la réponse. On y avait réfléchi il y a quelques années, en 2016, là, quand on a commencé à dire au gouvernement qu'il fallait réfléchir à une monnaie numérique de banque centrale, parce que c'est un progrès dans la mesure où c'est un progrès en termes de paiement. On peut penser que les banques centrales ont regardé ce que proposait Bitcoin et se sont dit tiens, il y a quand même un sacré progrès. D'ailleurs, c'est ce que disait Madame Lagarde il y a quelques années. Elle disait que certainement un jour les populations voudraient ce genre de monnaie. En répondant, en créant un euro numérique, la BCE ne répond qu'à cette partie-là, la partie paiement. La révolution monétaire de Bitcoin, c'est tout à fait autre chose. Et là, l'euro numérique ne change rien. C'est-à-dire qu'on est toujours avec des règles de protocole que personne ne connaît. C'est-à-dire que ces États et ces banques centrales peuvent décider de créer autant de monnaie qu'elles le souhaitent, qu'on ait un euro numérique ou un euro traditionnel. Donc philosophiquement, on est très loin de la révolution monétaire de Bitcoin. Oui. C'est ça, mais si derrière il y a des solutions, des usages et du business, parce qu'il va falloir apporter en effet des solutions techniques concrètes pour mettre en place cet euro numérique, est-ce que vous-même, vous pourriez y voir d'éventuelles opportunités futures pour votre business de Big Block, voilà. Pour notre business, non, pas forcément. C'est pas trop l'idée, mais en tout cas, nous, dès le départ, on a dit que l'Europe devait pas se laisser distancer dans cette idée de créer une monnaie numérique de banque centrale. Oui. Ouais. Après, elle peut être déclinée comme une monnaie parfaitement fliquante, une monnaie qui fait peur aux gens en termes de vie privée, comme le disait Grégory. Ou alors, si on écoute les bitcoiners, on pourra en faire une très belle monnaie de banque centrale. Il n'y aura pas besoin de miner pour créer ces monnaies numériques de banque centrale. Non, la Banque centrale s'en occupera pour nous. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y aura pas de quantité limitée. L'idée, c'est qu'au contraire, les choses restent assez illimitées en l'occurrence. C'est bien ça. Et pour ajouter un dernier point, on sait d'ores et déjà que même si l'euro numérique est créé, le cash ne disparaîtra pas. Le fils de Christine Lagarde, lui, a investi en crypto. Alors ça, c'est incroyable. Elle explique dans cette interview que ça ne vaut rien, mais son fils, voilà, c'est son fils, c'est pas elle. Mais bon, voilà, l'ironie de l'histoire, c'est que son fils, lui, a choisi d'investir. Comment on le sait, ça, d'ailleurs, Grégory ? Elle a été interrogée vraisemblablement là-dessus dans une interview dans la presse financière, dans Politico, il me semble. Donc oui, c'est assez drôle. Après, on ne sait pas combien il a et tout, mais ça montre une chose. Ça montre déjà que nul n'est prophète en son pays, et aussi que, en fait, les jeunes, les tranches d'âge assez jeunes, sont intéressés par les cryptos. En France, là, selon le dernier rapport de l'ADAN et de KPMG, 12% des Français, donc de moins de 35 ans, ont des cryptos, ou en tout cas ont touché aux cryptos. Donc ça veut dire quelque chose. Et je pense qu'à terme, il va y avoir de plus en plus de gens, et donc de plus en plus de jeunes qui vont utiliser les cryptos, c'est un fait. Oui, et les jeunes d'aujourd'hui sont la clientèle patrimoniale de demain aussi. C'est pour ça qu'on voit aussi des conseillers en gestion de patrimoine de plus en plus s'y intéresser, parce qu'ils savent que dans quelques années, ces jeunes-là vont venir avec leur patrimoine crypto et qu'il faudra savoir leur apporter des réponses. Sébastien, on rappelle donc, vous êtes un acteur du mining, un avocat de ce secteur d'activité dans plein de pays, et de plus en plus, c'est intéressant de vous recevoir alors que la République centrafricaine est en train d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Vous prenez part au projet, et on a découvert d'ailleurs la semaine dernière qu'une délégation internationale de Bitcoiners allait se rendre à Bangui. Il se trouve que vous êtes à l'origine de cette initiative. Alors pourquoi cette initiative et quels sont les objectifs que vous essayez
poursuivre en allant à Bangui à partir de demain, je crois. Alors pourquoi cette initiative? Nous, moi j'ai été très surpris à titre personnel de découvrir cette annonce comme quoi Bangui acceptait Bitcoin comme monnaie légale. Et le jour même de cette annonce, on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs bitcoiners connus commencer à s'inquiéter de cette nouvelle qui pouvait finalement être contre-productive pour l'écosystème Bitcoin parce que le pays n'a pas forcément toutes les infrastructures pour pouvoir réussir ce pari d'imposer cette monnaie numérique. Et donc on a vu tout de suite des méfiances. Le bitcoiner est comme ça, c'est don't cross verify. Et tout de suite, on a vu arriver, il n'y a pas beaucoup d'électricité dans ce pays, il y a très peu d'internet. Comment on va pouvoir développer Bitcoin? Voilà, il y avait des doutes, et notamment sur la loi, sur la manière dont était rédigée la loi aussi également. Donc moi j'ai secoué un peu mon réseau et j'ai réussi à prendre contact avec le président du Conseil économique et social de RCA, qui est monsieur Alfred Poloco. Et donc une fois que j'ai eu son oreille et que j'avais la certitude qu'on allait pouvoir organiser cette visite, j'ai contacté le réseau, les copains bitcoiners, et c'est créé comme ça un espèce de think tank spontané. Et donc on a des super spécialistes autour de la table aujourd'hui. On réfléchit à tout un tas de choses pour que ce pari du président de Centrafrique soit une réussite. Vous voulez accompagner le développement du Bitcoin dans ce pays qui a choisi d'en faire sa monnaie légale, puisque vous voulez d'ailleurs mettre à jour votre engagement auprès des pays qui adoptent le Bitcoin. Allons au bout. Quelles actions concrètes est-ce que vous comptez mettre en place, Sébastien, en Centrafrique? Quel rôle ce groupe que vous êtes en train de mettre sur pied et que vous avez choisi de constituer, quel rôle va-t-il jouer là-bas sur place? Alors c'est un pur rôle de conseil. Nous on arrive pas comme en terrain conquis, on y va pour écouter, pour faire une forme d'audit, et puis pour essayer d'amener déjà quelques solutions au pays, pour encore une fois pour les aider à ce que ce soit pas un échec patent, mais plutôt une réussite pour les populations. Et on a plusieurs pistes déjà pour pouvoir rendre ce projet réalisable. Il faut développer un valet qui soit adapté au pays, donc un valet qui puisse accepter le franc CFA, le Bitcoin et un stablecoin. Ça, c'est un chantier important. Il y a un deuxième chantier, c'est justement donc peu d'internet. On estime que c'est 15% de la population, d'après les chiffres qu'on a. On va vérifier ça sur site. Ouais. Mais il y a du boulot, Sébastien, sur place. Il y a du boulot. Oui. Mais on envisage une solution avec notre ami Samson Mo, là, c'est de faire les transactions par le réseau téléphonique et non pas par internet. On est en train de travailler sur ce sujet-là depuis une semaine, là. Donc c'est très excitant de réfléchir à cette transposition de la technique habituelle qu'on a pour les transactions. Et puis le troisième sujet qu'on voudrait vérifier sur place, c'est la possibilité de créer de la production électrique et de la financer par le biais du mining. Apparemment, il y a un fort potentiel fluvial qui permettrait de créer beaucoup de centrales électriques. Elles n'ont jamais été créées, certainement pour des raisons économiques ou de stabilité, on ne sait pas trop. On va aller voir si tout ça a du sens. Ouais. Et si le mining peut aider à rentabiliser des projets d'infrastructure sur ces grands fleuves, c'est ça l'idée? Exactement. Et ainsi participer au développement du pays. Sauf que ce sont des chantiers extrêmement ambitieux avec un coût conséquent qui demande des moyens et des compétences qu'on imagine rares sur place. Si vous décrochez ce marché centrafricain, qui réalisera le travail? Et qui d'ailleurs vous accompagnera sur place demain dans votre voyage en Centrafrique, Sébastien? On me dit de vous dire de prendre de la distance, pas par rapport à la Centrafrique, mais par rapport au micro. Il faut se reculer un peu parce qu'elle est voilà. Allez-y. Qui fera le boulot? Alors on est nombreux dans le groupe, et surtout on n'est pas là pour prendre un marché. On a vraiment tout le conseil qu'on va offrir au gouvernement, au pays. Il le prend, il en fait ce qu'il veut. C'est un pays souverain. Nous, on l'offre. Et après, si dans ces conseils il y a des pistes qu'on peut les accompagner, on peut les conseiller vers certaines entreprises, pourquoi pas, mais notre idée est pas de faire du business là, c'est vraiment que cette adoption soit réussie. Et donc on part avec, vous me demandiez qui, on est 7 en tout, et donc il y a des particuliers, des bitcoiners convaincus qui travaillent pour eux ou par le biais de leur entreprise, donc on a Ledger avec nous, on a Paymium, on a Galoy, on a Surfing Bitcoin, donc on a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de techniciens à bord pour essayer de faire en sorte que ce soit une réussite. Alors il y a des risques quand même. Centrafrique, c'est pas un pays totalement démocratique, ça c'est une chose. Il n'est pas sûr non plus qu'en termes de sécurité tout soit certain pour vous. Enfin voilà, il y a des problèmes de sécurité qui risquent de se poser. Vous y allez, vous partez en terre inconnue en l'occurrence. Alors le milieu Bitcoin vous connaît bien et vous surnomme d'ailleurs
devenir le Indiana Jones des cryptos. Bon, d'accord, une fois qu'on a dit ça, vos amis, ils sont inquiets de vous voir partir comme ça en Centrafrique, pays que vous n'avez jamais exploré encore, Sébastien? Non, il n'y a pas eu beaucoup d'appréhension de la part des bitcoiners. Déjà, ceux qui viennent avec nous, la plupart connaissent le Salvador. Certains, 2 d'entre eux, y travaillent maintenant quotidiennement. Et donc, quand on regarde le Salvador, ça paraît pas très rassurant non plus, a priori. Alors, quand on est dans le pays, c'est tout à fait vivable. Non, il n'y a pas eu d'appréhension physique. En revanche, on a réfléchi beaucoup à l'exposition que ça donnait à nos entreprises d'accompagner cette démarche de la RCA en termes réputationnels, parce que dès qu'on aide un pays, on peut être jugé comme étant complaisant avec le régime de ce pays. C'est pas du tout notre propos. On s'est rassuré comme ça en se disant que notre conseil était purement technique. On fait pas de politique, et notre idée, c'est de soutenir Bitcoin, de soutenir son adoption et par là même soutenir les populations. Et on parle de la République centrafricaine quand même. C'est difficile de juste dire ça nous concerne pas, nous on vient juste apporter une assistance au service des populations comme si vous étiez Mère Teresa. D'abord, la Centrafrique, c'est un pays quand même ambigu, on le répète, et on entend quand même dire que cette loi Bitcoin viserait à attirer en Centrafrique des capitaux, puisque la loi Bitcoin, faire de Bitcoin une monnaie légale, permettrait de contourner les sanctions lancées, par exemple, contre les oligarques russes, qui pourraient trouver une forme d'abri. Est-ce que vous craignez pas, en assistant la Centrafrique dans son projet, d'aider à cela, et aussi, finalement, indirectement, d'aider les oligarques russes face aux sanctions, par exemple? Alors, ça fait partie du débat qu'on a eu tous ensemble. C'est une idée qu'on a évacuée très rapidement parce que c'est une pure fausse barbe, cette histoire de faciliter les transactions illégales en légalisant Bitcoin et en adoptant une loi Bitcoin. Il n'y a pas besoin de ça. On peut estimer que Bitcoin est un parfait vecteur pour contourner des sanctions, que ce soit pour un particulier vis-à-vis de son gouvernement qui serait autoritaire ou d'un pays qui subit un blocus d'un autre pays plus important. Peu importe. Pour faire ça, il n'y a absolument pas besoin d'adopter Bitcoin comme monnaie légale. Et si on veut prendre un chemin de contournement, on l'éclaire pas avec un énorme coup de projecteur comme ce qu'a été l'annonce de l'adoption du pays. Ça n'a pas de sens. Donc non, vraiment, on se tient à notre conseil technique. Et voilà. Mais on voit quand même que les institutions financières, le régulateur bancaire de la zone, la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, semblent vent debout contre cette loi Bitcoin en République centrafricaine. Est-ce qu'elle peut freiner d'ailleurs l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale en Centrafrique? Est-ce que vous pensez que la Centrafrique pourrait devoir un jour modifier sa loi, voire éventuellement l'abroger? Est-ce que c'est un risque? À mon sens, non. Je pense que c'est au contraire aux régulateurs financiers de s'adapter maintenant, parce que ce qu'est en train de faire la RCA là, c'est le début. C'est-à-dire que c'est le début de l'hyper-bitcoinisation de l'Afrique, et ça va suivre. On ne mettra pas le dentifrice dans le tube maintenant que c'est parti. Donc c'est aux autorités financières de réfléchir différemment à ce qui est en train de se faire. Ils pourront pas couper ce phénomène. Pourquoi vous pensez que le phénomène est inarrêtable en Afrique, par exemple? Parce que c'est très utile, parce que c'est la monnaie de demain et que les pays commencent à s'en rendre compte, que beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte. Parce que c'est particulièrement adapté pour les besoins africains, beaucoup de populations éloignées du système bancaire par exemple, des monnaies très volatiles, et donc Bitcoin qui à côté, la volatilité du Bitcoin est très forte aussi, il n'y a pas de solution là-dessus, mais dans la mesure où leurs devises sont aussi très volatiles, celle du Bitcoin peut ne pas faire aussi peur que quand on est un Européen par exemple, c'est ça l'idée. Exactement ça. Alors sur la volatilité, c'est pour ça que nous on propose de mettre en place un wallet avec un stablecoin, parce que la volatilité reste quand même très importante, et pour une population qui est très pauvre, quand vous avez 10 $ à dépenser ou 10 francs CFA à dépenser à l'épicerie, que vous vous retrouvez qu'avec 8 parce que le Bitcoin a perdu 20% dans la nuit, ça colle pas. Le Salvador, le Bitcoin a baissé depuis l'adoption par le Salvador par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Mais enfin, en tout cas, au Nigeria, on a remarqué que le Bitcoin perçait énormément parce que la monnaie locale faisait n'importe quoi. On a moins d'appréhension quand on a une monnaie qui est pas stable de se lancer sur le Bitcoin, même si on la stabilise avec un stablecoin. Mais non, au-delà de ça, pour l'Afrique, c'est surtout l'inclusion financière. C'est le fait que les populations n'ont pas accès à la banque dans beaucoup de pays africains, et que c'est une solution immédiate. On a vu la semaine dernière qu'il y avait 44 pays qui étaient au Salvador pour discuter inclusion financière. Et puis les autorités et puis les gens présents sur place ont fait en sorte que cette population-là, ces 80 personnes qui composaient la délégation, s'ouvrent à Bitcoin. Donc Nour El Bawab, qui m'accompagne là demain, me disait avant-hier qu'ils ont équipé ces 80 personnes de valets. Donc ils ont installé un wallet dans leur téléphone, ils ont mis 10 $ dans chaque wallet, et le lendemain, toute cette population est allée à El Zonte pour tester le paiement. Et donc voilà, c'est parti. Ces gens-là ont eu un accueil souvent très dubitatif, mais finalement ils ont essayé. Une fois que vous avez essayé, vous êtes rentré dans le rabbit hole.
Et voilà, ça ne sert à rien d'essayer de... Pour les Africains, disqualifier Bitcoin. oui. De toute façon, ça va s'étendre. Donc, En Afrique, l'essayer, c'est l'adopter. C'est comme ça que vous voulez. il y a des chances. Oui, il y a Grégory, des chances. 100% d'accord, Grégory ou... Ouais. Je pense qu'il y a des contraintes qui font qu'en Afrique, ça va être quand même assez difficile, notamment par rapport à l'éducation financière. Dans les zones où on a vraiment besoin de bancarisation. Mais bon, à voir. Hein. Mais en tout cas, c'est certainement l'une des zones du monde les plus intéressantes pour suivre la démocratisation du Bitcoin. Ça, c'est certain. Et à The Big Whale, on va le suivre de très près. Mm. Et on a à nos côtés donc un pionnier voilà, qui va essayer d'accompagner en tout cas la République du Centrafrique, de Centrafrique, dans son choix d'adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Merci. Sébastien Gouspillou qui demain décolle pour Bangui. À très bientôt Sébastien. Merci Grégory. The Big Whale, ce nouveau média crypto qui nous accompagne. Vous en êtes cofondateur et rédacteur en chef. Bonne fin de journée à tous les deux. Dans un instant, la bourse, les marchés en direct. Wall Street rebondit. Aujourd'hui, on en parle avec nos experts du club qui vont nous accompagner jusqu'à la clôture. À tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.